Je m'exprime en tant qu'ancien grand maître de la Grande Loge de France et en tant que porteur d'un certain nombre des réflexions qui animent les différentes commissions qui travaillent sur les questions éthiques à la Grande Loge de France. Je ne suis pas médecin, je suis ingénieur conseil dans un domaine, l'organisation, qui n'a rien à voir avec la médecine, et par conséquent, je ne peux pas parler en spécialiste comme je l'ai entendu faire jusqu'à cet instant. Parmi les préoccupations qui sont les nôtres, il y a celle-ci. Moi, je suis le mouvement transhumaniste américain depuis 25 ans à peu près. Et la manière dont les choses se passent nous inquiète un peu. Je vais vous donner 2 chiffres ou 3 chiffres. Le cabinet McKinsey prévoit en 2025 pour les nanotechnologies un chiffre d'affaires annuel de plus de 5 000 milliards de dollars. Et dans le domaine des biotechnologies, plus de 10 000 milliards de dollars. Les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, ajoutons IBM, ajoutons Microsoft, etc., prennent des participations dans les start-up des sciences de la vie de manière massive. Par exemple, pour Google, il y a 3 ans à peu près, c'était environ 30% de leurs actifs. Aujourd'hui, on est à plus de 2 tiers, on approche les 70% et ça va continuer de manière exponentielle. S'ils le font, c'est évidemment par philanthropie, mais pas que, je crois. Et par conséquent, ces choses-là nous interpellent. Pourquoi ? Parce que tout simplement, lorsqu'on ne veut pas que l'avenir se propose à vous comme un destin, il faut le transformer en projet. Le proposer et le prendre comme un projet signifie qu'il faut se donner des objectifs, des moyens et la capacité à gérer les causes et les effets qui s'en déduisent. Dans son analyse économique Das Kapital, Karl Marx, alors je pense qu'il a rarement été cité dans des colloques concernant la génétique, mais pourquoi pas ? Dans son analyse, il écrit que la rationalisation des modes de production, les ouvriers éprouvent ce qu'est l'aliénation, c'est un concept central du marxisme, car ils ne se sentent plus propriétaires de leur ouvrage. En faisant le parallèle avec cette analyse, il se pourrait qu'avec la rationalisation technologique de l'évolution physique et psychique des hommes, un jour, ces hommes ne se sentent plus propriétaires de leur humanisation et se considèrent éventuellement comme exonérés de toute réflexion éthique sur les valeurs susceptibles de donner du sens à leur existence. Je fais la distinguo entre humanisation, hominisation. Hominisation, c'est un processus darwinien inconscient qui vise à l'adaptation la plus performante possible des formes de vie. L'humanisation, c'est la capacité de se donner des valeurs et de les promouvoir. J'ai entendu parler de valeurs tout à l'heure, donc je parle de ça. Comme on peut douter de la capacité à contrôler l'évolution des moyens techniques, des technologies en général, on peut avoir aujourd'hui, et depuis un certain temps, un doute légitime sur l'idéal de progrès. L'expression « on n'arrête pas le progrès » s'impose presque aujourd'hui à nous comme une sorte de fatalité. Ça ressent « on n'arrête pas le progrès », c'est comme ça. Et il semble tourner en roue libre, doté d'une certaine autonomie, au regard des préoccupations des êtres humains que nous sommes tous, et il a l'air de se développer par soi sans tenir compte des problèmes qu'il pose dans sa marche en avant, parfois un peu furieuse. Est-il encore au service des hommes ou est-il à soi-même sa propre finalité ? Ernest Renan écrit en 1890 dans L'Avenir de la science, je le cite, « Organiser scientifiquement l'humanité, tel est donc le dernier mot de la science moderne, telle est son audacieuse mais légitime prétention. » Je continue, « Il viendra un jour où l'humanité ne croira plus, au sens d'une religion particulière, ne croira plus, car elle saura le monde métaphysique et moral comme elle sait déjà le monde physique. » On passe là du positivisme, je dirais, relativement béat de Auguste Comte au scientisme le plus dur dans lequel apparemment nous sommes en train d'arriver. Jacques Ellul, qui est mort en 1994, estime déjà, au milieu des années 50, que la technique et la technologie ont cessé d'être simplement, je le cite, un vaste ensemble de moyens assignés chacun à une fin, car la technologie et la technique sont devenus un phénomène autonome, c'est-à-dire qui échappe à l'initiative et à la maîtrise humaine, et de plus en plus au contrôle des hommes, en faisant peser sur l'être humain un nombre de déterminations de plus en plus important. Hans Jonas, qui a été un élève de Martin Heidegger, écrit dans Le Principe responsabilité, fin des années 80, « Le Prométhée, je le cite, définitivement déchaîné auquel la science confère des forces jamais encore connues, et l'économie, son impulsion effrénée, réclame une éthique qui, par des entraves librement consenties, empêchera le pouvoir de l'homme de devenir pour lui une malédiction. Même si les technologies relèvent de la question des moyens et la morale de la question des finalités,
La convergence des NBIC, nano, bio, sciences de l'information et sciences cognitives, la convergence des NBIC finit par saturer les finalités en revendiquant pour elles-mêmes leurs propres lois et leur autonomie. L'être humain, apparemment, comme dans les mythes, des grandes religions, des grandes sagesses, qu'elles soient occidentales, orientales ou extrême-orientales, a manifestement du mal à résister à ces tentations. Hanté par le mystère de son origine, disparu dans la nuit d'un temps inaccessible, l'homme s'est longtemps tourné vers les religions pour en percer le secret, et les réponses de la foi sont parfois restées incertaines. Le doute a persisté, et voilà apparemment que l'homme s'approche d'une frontière longtemps considérée comme infranchissable ou taboue, sauf si on considère que les règles doivent être transgressées, les frontières être franchies, ou que les tabous ne le sont plus. C'est le triomphe possible, sinon probable, de Friedrich Nietzsche, piètre philosophe mais penseur du surhumain et poète exceptionnel, auteur de cette formule terrifiante qui pourrait presque à elle seule caractériser les barbaries que le siècle passé a vécues. Je le cite. « La morale n'est qu'une interprétation de certains phénomènes, mais une fausse interprétation. Le jugement moral appartient, tout comme le jugement religieux, à un degré de l'ignorance. » C'est dans Le Crépuscule des idoles, paragraphe à ceux qui veulent rendre l'humanité meilleure, dont il se moque évidemment avec une ironie féroce. Voici en effet aujourd'hui que l'homme, grâce à la génétique et à d'autres sciences, j'ai cité les NBIC en général, l'homme est sur le point d'ouvrir les portes d'un futur qui le verra peut-être, se doter du pouvoir de créer du vivant ex nihilo. Est-ce que c'est un progrès au plan scientifique, technologique? Évidemment, sans doute. Mais au plan éthique, ça pourrait être comme l'explosion d'un savoir absolu qui s'effondrerait sur lui-même, accomplissant le mythe d'une science de la maîtrise qui aurait perdu sa propre maîtrise. Je fais référence à le discours de la méthode de René Descartes, dans lequel figure la formule « Le savoir est destiné à nous rendre, les humains, comme maîtres et possesseurs de la nature ». Le problème est que l'être humain fait également partie de la nature, c'est-à-dire que le savoir est destiné à rendre les êtres humains comme maîtres et possesseurs d'eux-mêmes. D'une certaine manière, ce qu'il est rend évidemment qu'il les objectalise. Enfin, le terme d'objectivation a été utilisé tout à l'heure, et je rejoins la remarque qui a été faite. Une hyperpuissance technoscientifique sans contrôle peut, à juste raison, effrayer et générer des peurs qui encouragent certains, devant une situation dont ils n'ont pas le chiffre, à adopter des postures régressives de l'antiscience et des gourous qui en font le commerce. Créationnisme, mouvement New Age, ésotérisme halluciné, qui confondent le tout et les parties, les objectifs, les causes et les moyens, dans une espèce de délire fusionnel, et un mélange pseudo-intellectuel qui les caractérise et qui confond joyeusement l'obscurité et la profondeur. Il ne s'agit évidemment pour les frères de la Grande Loge de France, et pardon, je ne parle que d'eux, mais je peux vous assurer, ou pratiquement vous assurer, que l'ensemble des obédiences sont pratiquement sur des positions du même type, en tout cas référées à des principes identiques. Il ne s'agit évidemment pour nous en aucun cas de tourner le dos à la science qui a permis à l'humanité d'accomplir les progrès exceptionnels que nous connaissons et qui font le confort de nos vies quotidiennes. Et le professeur Kayat a tout à l'heure précisé en effet qu'il y a 20 ans, 40 ans ou 60 ans, on soignait de manière beaucoup plus radicale et qu'on est aujourd'hui dans une phase où, même si on ne peut pas toujours tout guérir, on arrive quand même à des positions de confort dans certaines pathologies et il faut que cela continue. Mais entre une hyperscience parfois arrogante d'un côté et une antiscience régressive de l'autre, le XXe siècle, le XXIe nous lance un défi. Saurons-nous le relever? Nous ne le savons pas. Mais l'échouage sur ces deux récifs nous est interdit car il n'aurait rien de la douce arrivée sur une plage de sable fin. Une réflexion sur le changement de référentiel philosophique et scientifique que nous sommes en train de vivre s'est évidemment imposée. Jusqu'à la fin du XXe régnait le mythe de Prométhée. Triomphe du savoir-faire technique, de la métallurgie, de la maîtrise du fer et du feu, accompagné du rationalisme et de l'optimisme rationaliste des Lumières. Il était question de comprendre et de maîtriser le monde et de, je dirais, le transformer à notre propre profit. C'est le projet cartésien. D'ailleurs, nous vivons aujourd'hui encore dans le projet cartésien. Mais la mise en œuvre dévoyée de ces principes a fini par aboutir à des épisodes terrifiants qui ont été ceux des deux guerres mondiales. Les morts se sont comptés non plus en dizaines de milliers, mais en centaines de millions. Avec les progrès scientifiques et techniques, les hommes sont devenus capables non seulement de transformer la nature, mais aussi le vivant. On est passé du mythe de Prométhée à celui du docteur Frankenstein que l'on trouve, c'est un mythe du haut Moyen-Âge allemand, mais on le trouve brillamment exposé dans
l'ouvrage dans le roman de Mary Shelley, 2 minutes, d'accord, dans l'ouvrage de Mary Shelley, qui s'appelle d'ailleurs Frankenstein ou le Prométhée moderne. Frankenstein ou le Prométhée moderne. Il ne sera plus alors question de milliers d'années d'évolution et d'une alchimie subtile entre la nature, le vivant et l'humain, mais il s'agira, je fais référence à un ouvrage de Bertrand Vergely, de la tentation de l'homme-dieu. Et la question du statut ontologique qui sortira des laboratoires sera la suivante. Est-ce que ce sera un être humain, un objet, une machine, une chose? Je fais référence, et je vais conclure dans une seconde, je fais référence à un roman de Ernst Junger où figure un épisode où un officier supérieur allemand dans un camp interpelle un subalterne qui vient de parler à un détenu, un interné dans un camp de concentration, et lui demande pourquoi tu lui as parlé. Et l'autre bafouille une réponse, et son officier lui répond « Tu n'as pas à lui parler. Das ist kein Mensch, das ist ein Ding. » Ce n'est pas un être humain, c'est une chose. Eh bien, là, il s'agit d'une barbarie totalitaire et, je dirais, de la mise en œuvre d'une politique au service, d'ailleurs, et qui s'appuie sur une utilisation dévoyée de la science et de la technique. Les totalitarismes, de droite ou de gauche, ont toujours utilisé les sciences et les technologies comme des arguments au service de leur propre stratégie, incontestablement. Eh bien, pour finir, cette question qui se pose de est-ce que l'être humain peut éventuellement, et ça pose la question du statut ontologique de ces êtres humains, me renvoie à l'idée que l'on trouve, à une conclusion que l'on trouve chez Isaac Asimov. Isaac Asimov, c'est le monde des robots gentils, hein, c'est pas le monde des robots méchants. Dans le cycle des robots, vous avez des robots qui sont au service des êtres humains, et les choses se placent plutôt bien. Et dans une de ces nouvelles, il y a une formule de conclusion qui est à peu près la suivante. Ce sont des robots qui parlent entre eux. Non, c'est Asimov qui fait parler les robots entre eux et qui dit la chose suivante. Lorsque les robots enterreront le dernier des humains qui aura contribué à les concevoir et à les produire, alors les robots parleront des hommes, comme autrefois les hommes parlaient des dieux. Eh bien, faisons en sorte, en tout cas c'est une préoccupation qui est la nôtre, dans les commissions éthiques et de recherche de la Grande Loge de France, de rester humain, totalement humain, désespérément humain, mais complètement humain, pour ne jamais être confondu avec des dieux. J'ai dit.